Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. Et c'est là où je me dis que ça craint. Parce que du coup, comme je me suis vraiment remise à la lecture là, j'ai pu faire le point dans mon cahier de lecture, de suivi de lecture, sur ce que j'ai lu ces derniers temps. Et j'ai remarqué qu'entre le 17 mai, donc le dernier livre réellement lu, terminé, je veux dire, hein, je parle de ça, je n'ai rien terminé avant le 6 juillet. Et depuis le 6 juillet, j'ai terminé mon premier livre ce week-end, le 18 juillet. Et ça craint beaucoup. Mais bon, c'est les joies du déménagement, de la paperasse, du boulot, et que sais-je. Et ça me fait penser que j'ai encore oublié un truc. Mais bon, ça c'est moi, c'est ma vie. C'est comme ça. Donc bref, on va commencer par le grand livre pop-up de Poudlard de Mathieu Reinhardt et Kevin Wilson aux éditions Gallimard Jeunesse. Que voici, je le déballerai pas parce que c'est compliqué à déballer, mais je l'ai ramené à mes parents parce qu'ils voulaient voir à quoi ça ressemblait. Eux-mêmes ont admis que ça vaut largement son prix. Au niveau du texte, oubliez, parce que si vous connaissez tout sur Harry Potter, vous n'apprendrez rien, surtout qu'il se base vraiment sur les films et pas le livre. Donc je tiens à le préciser. Ils vont faire la même chose parce que j'ai vu qu'il allait y avoir des sorties Harry Potter en fin d'année, comme tous les ans. Hein. Sur tous les livres qui sortent, il y en a un qui va être intéressant, qui va être dans le même esprit que celui-là, mais sur le chemin de traverse, je crois. Je crois que c'est ça, le chemin de traverse qu'ils vont faire. Je sais pas si je l'achèterai parce que justement c'est un coût. Alors soit je me l'achète, mais j'attendrai les fêtes parce que c'est un coût, comme je viens de le dire. Soit j'en sais rien. Parce que honnêtement, ce livre-là, je m'étais juré de jamais l'acheter. Mais ça vaut la peine de l'acheter, honnêtement. C'est vraiment pour les puristes. Hein. Après, il faut dire ce qu'il y a, les fans purs et que sais-je. Mais après, c'est du talent aussi. Les pop-up, franchement, il est vachement bien fichu. Il y a des vidéos qui existent sur des gens qui l'ont montré déballer, tout ce que vous voulez. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller voir, je pense que ce sera plus simple parce que moi j'y arriverai pas, j'ai ma table elle est prise par un puzzle donc je peux pas la tourner. J'ai changé de décor, oui, j'ai bougé les bibliothèques ici, c'est mon coin mansardé où j'ai des bibliothèques et en fait sans le vouloir, donc j'ai juste bougé 2-3 bibliothèques, hein, nous sommes d'accord. J'ai réussi à caler tous les livres qui me restaient à caler dans les bibliothèques. Comment j'ai fait? J'en sais rien, mais alors pas du tout quoi. Bref, on va continuer avec un roman Horizon perdu de James Hilton aux éditions Terre de Brume. Horizon perdu, c'est un classique de la fantasy que je ne connaissais pas. Par contre, je connaissais le mythe de Shangri-La, puisqu'il est question de ça. Pour résumer, pour ceux qui ont vaguement entendu parler, qui ne savent pas quoi, le Shangri-La, c'est un mythe sur la vie éternelle, le paradis, enfin l'idéal, on va dire. C'est un idéal. Grosso modo, c'est une vie idéale. J'espère que ça va aller avec la fenêtre mansardée. J'ai une fenêtre mansardée juste là, donc j'espère que ça va aller. Enfin bref, ça résume assez bien ça. En fait, vous prenez le Tibet, mais en version ultra mieux, ultra plus paisible, ultra plus paradis, ultra plus jeunesse, enfin jeunesse éternelle, et que sais-je. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, je l'ai acheté justement à cause de ça, parce que je me suis dit, Shangri-La, moi, Shangri-La, c'est un mythe dont j'ai souvent entendu parler, surtout dans la culture asiatique. Et il y a un groupe de K-pop qui a fait une chanson qui s'appelle Shangri-La, dont je vous recommande le titre, parce que j'adore ce groupe, les VXX. J'essaierai de vous trouver la vidéo qu'ils ont fait. Ils ont fait une représentation spéciale devant le président de la Corée du Sud, avec une mise en scène et tout ça particulière que j'avais adoré. J'essaierai de me mettre ça en pièce jointe, je sais pas si la vidéo existe encore. Je vais essayer. Bref, revenons à nos moutons. Donc il y a un avant-propos écrit par je sais plus qui. C'est pas marqué? Non. Bref, ne le lisez pas. Parce que moi je l'ai lu pour me mettre un peu dans le bain et en fait il vous spoil la fin. Pour vous dire clairement les choses, il spoil la fin. C'est juste une phrase. Le reste était super intéressant. Mais quand j'ai lu la ligne où il spoil la fin, je me dis, non, quand t'es lecteur, t'as pas envie de te faire spoiler la fin. Mais après, ça n'a rien changé à mon plaisir de lecture. C'est un livre qu'il faut déguster. En fait, c'est le principe de ce livre. Ça se déguste, ça se lit lentement. Il faut s'imprégner de l'ambiance. En fait, vous avez un personnage principal qui est
On a l'impression qu'il est détaché du monde dans lequel il vit. Il ne se retrouve pas dans ce monde-là et il y vit très lasse en fait. De cette société étrange. On est un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Et enfin, je crois, oui, si, c'est ça. Et en fait, ils vont se faire entre guillemets kidnapper. Quelqu'un va prendre l'avion dans lequel ils sont, les conduire dans les montagnes et se retrouver dans ce fameux Shangri-La. Et là, bah forcément, comme toute personne humainement, enfin normale, si je peux dire ça, j'aime pas ce mot-là, vous le savez, mais on va dire non, réaction humaine. Les 3 personnes qui l'accompagnent, il y a une religieuse, il y a quelqu'un avec qui il travaille, il y a un autre gars, je ne sais plus. Il est un peu particulier cet autre personnage, mais j'en parlerai pas volontairement, j'ai peur de spoiler. Je l'ai adoré celui-là. Et en fait, les 3 vont réagir au début de manière totalement humaine. Quand est-ce qu'on va pouvoir repartir? Et il faut forcément quelqu'un pour les guider parce que la montagne est escarpée et qu'on peut s'y perdre très facilement, etc. Et en fait, le temps passe et le temps passe et ils vont rester là pendant plusieurs mois. Et en fait, Conway, donc le personnage principal dont je vous parlais, très lasse, lui, il va s'y sentir bien. Et c'est ça que j'ai apprécié en fait, c'est qu'au début du roman, c'est quelqu'un qui va parler de l'histoire de Conway à une autre personne. Et après, on suit ce film, c'est un vrai film que j'ai eu l'impression de voir défiler sous mes yeux, mais très, très apaisant, très calme, qui éclaire et en même temps apaise. Je sais pas comment l'expliquer, mais on se sent apaisé et en même temps on a l'impression de voir les choses totalement différemment. Et c'était fascinant, surtout au moment où il va rencontrer Conway, à un moment donné, ça c'est pas un spoiler du tout, mais il va rencontrer le chef de Shangri-La. Et ce qui va se passer entre ces deux-là, et il y a quelque chose qui se passe, qui dépasse la logique, l'humain, je sais pas, il se passe quelque chose de l'ordre du magique, si je peux dire ça comme ça. Et après, on arrive vers la fin. À ce moment-là, je spoil pas du tout, mais je vais pas dire ce qui se passe à la fin. Mais même en sachant la fin, moi j'étais à fond dedans en fait, en me disant ouais, ça va se passer comme ça, machin. Et non. Et en fait, justement, la fin m'a frustrée. Parce qu'il s'est pas passé ce que je voulais. Quand bien même je savais que ça allait se passer, mais. Et en fait, on est frustré parce qu'on sait pas en fait ce que devient. Enfin. On sait pas, en fait. C'est ça qui est chiant. C'est que on a une fin claire, nette, précise, mais moi j'aurais voulu un plus. J'aurais voulu au moins une page, une petite page. Mais voilà. Donc j'en dirai pas plus. Il y a eu un film qui a été fait là-dessus apparemment. Et ici c'est une traduction qui a été revisée. Je le dis aussi. Puis mysticisme. Mysticisme prophétique aussi parce que effectivement. Ça, c'est pas faux non plus quand on sait à quelle époque a été écrit ce livre. Voilà. C'est ça aussi qui est surprenant en lisant ce roman, c'est que c'est de la fantaisie classique, que c'est écrit à une époque, et que quand on lit ce livre, on se dit mais rien n'a changé. Ce que le chef dit à un moment donné, il suffit de regarder notre société actuelle, de lire les pensées de Conway aussi. Lire les pensées de Conway m'a... Je me suis retrouvée beaucoup dans ce personnage en fait, parce que j'ai ce même rapport à la société que lui a. La différence, c'est que moi j'ai les émotions en plus, et mon hypersensibilité, je peux pas m'en débarrasser malheureusement. J'aimerais bien par moment. Mais voilà, c'était une chouette lecture quand même. Je vais le garder parce que je crois qu'une deuxième lecture serait intéressante. Ensuite, j'ai lu un service presse. Alléluia. Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya Sano aux éditions Akata, je crois, voilà, dans la collection roman. Merci Babelio. Par contre, moi je l'avais sélectionné pensant que c'était un manga. Donc quand je l'ai reçu, que j'ai vu que c'était un roman, je me dis ça tombe mal. Puisque j'étais en plein déménagement. Enfin, j'étais pas encore en plein déménagement, mais j'avais pas beaucoup de temps et je le savais. Et qu'avec le déménagement, j'ai reçu bien sûr en plein dedans, hein, sinon c'est pas drôle. Donc je l'ai lu le fameux 6 juillet en question. Et autant vous dire que j'ai beaucoup aimé ce manga, j'allais dire. Ce young novel, du coup, qu'on appelle ça. On sait pas dire des noms français, alors qu'on est en France. Enfin bref. Donc on suit en fait un jeune homme qui est au lycée, et il y a une fille de sa classe qui a une maladie, qui est hospitalisée. Et tout le monde va se dire, oh, on va lui envoyer un mot, il faut envoyer quelqu'un est désigné, mais ce quelqu'un va dire à ce jeune homme,
je peux pas y aller, vas-y à ma place, mais il va pas lui laisser le choix en fait. Donc le gars va y aller en disant voilà, je connais pas cette fille, je vais y aller, mais bon, voilà. Peu les pieds, peu réticent quoi à l'idée d'y aller. Et sauf qu'il va se passer une certaine alchimie avec cette demoiselle, et que cette demoiselle n'en a plus pour longtemps à vivre, et qu'elle va lui dire grosso modo qu'elle a une liste de souhaits réalisés avant de mourir. Sauf qu'elle peut pas sortir de l'hôpital, donc c'est lui qui va tout faire pour elle. Et c'est assez drôle parce que justement il fait des trucs qu'il ferait jamais en fait. Et même des choses qu'il détesterait faire ou qui lui font peur, et il va les faire pour elle. Et c'est assez drôle. C'est ça que j'aime bien, c'est que malgré la thématique, comme ça quand on regarde la thématique, le deuil, la maladie, l'approche de la mort, ce genre de choses, il y a quand même beaucoup d'humour je trouve et de pudeur. Et du coup ça passe extrêmement bien. La relation des personnages c'est purement japonais. Honnêtement c'est purement japonais comme relation parce que en France, oui il y aurait peut-être des gens qui réagiraient comme eux mais là en fait justement on voit que déjà il y a la pudeur japonaise du je n'exprime pas mes sentiments et en plus de ça il y a la maladie qui est un frein supplémentaire dans la relation et c'est encore plus beau entre guillemets et il y a les personnages autour aussi qui sont très profonds je trouve. Les personnages secondaires sont très bien travaillés aussi, ça j'ai beaucoup aimé. Et en fait la maladie c'est la luminite, c'est-à-dire que la personne la nuit projette de la lumière par rapport à la lune en fait. Je sais même pas si ça existe vraiment, j'en ai aucune idée, honnêtement. Je sais absolument pas, je me suis pas renseignée. Et oui, donc le jeune homme s'appelle Takuya et la jeune fille s'appelle Mamizu Watalase. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai pas envie d'en dire trop parce qu'en fait, il se passe pas tant de choses que ça. C'est vraiment sur oui, ce que je vous disais, la pudeur, la relation, le rapport à toutes ces thématiques. Et c'est deux personnes totalement différentes. Parce que lui, c'est aussi c'est un lycéen blasé par la vie, qui a vécu certaines choses qui font aussi qu'il est blasé et qu'il est attiré par la mort. Là, on avait dire, voilà. Et elle, paradoxalement, c'est presque l'inverse, parce que elle sait qu'elle va mourir et elle aimerait bien continuer à vivre, mais elle fait semblant de rien. Et on voit cette confrontation entre ces deux univers et on se dit, l'un et l'autre, ils veulent apporter quelque chose à l'autre et se réconforter peut-être mutuellement, on ne sait pas trop. Ils savent même pas eux-mêmes, je pense. Et c'est encore plus beau comme relation. Moi, il m'a beaucoup touchée ce roman. J'ai pas pleuré. Honnêtement, ça donne pas du tout envie de pleurer. C'est ça que j'adorais. Moi, les romans larmoyants, genre oh la maladie grave, machin. Oui, il existe des maladies graves. Oui, il faut en parler, c'est très bien. Mais on peut en parler comme ça, sans que ce soit larmoyant, sans que ce soit triste, sans que sais-je quoi. Parce que l'apitoiement, ça sert à rien, ça changera rien aux situations. Enfin bref. Je suis ravie de l'avoir lu. En même temps, c'est les éditions Akata. Que demander de plus? C'est les éditions Akata. J'en ai plein à lire de chez eux. Mais quand, j'en sais rien. Ensuite, elles sont arrivées, ils ont réussi à rentrer, bande de sales bêtes. J'ai des bêtes d'orage chez moi. J'habite en campagne maintenant, donc forcément. J'ai lu Libraire jusqu'à l'os, le tome 2 de Honda. J'ai pas le nom complet de mangaka. Oui, bah c'est Honda. Aux éditions Soleil. J'invite tout libraire et lecteur addict à lire ces mangas parce que très franchement, c'est à mourir de rire en plus d'être tellement vrai. C'est pas parce que ça se passe au Japon que c'est pas la même chose en France. Au contraire. Moi j'ai déjà fait un stage en librairie, j'ai une libraire formidable où je connais un peu son quotidien donc, en tant que libraire, donc je suis des libraires aussi sur internet, donc je connais leur quotidien, les combats aussi, donc, et là-dedans on en parle. Mais ce que j'aime beaucoup c'est que Honda, en fait le mangaka, il raconte sa véritable histoire, c'est-à-dire c'est son quotidien, c'est limite un journal intime. Et on voit que le mangaka a beaucoup de bienveillance, c'est quelqu'un de gentil, d'un peu stressé quand même. Mais il en rigole beaucoup en fait de son stress, de ses inquiétudes, des réactions des clients, du monde du livre et comment que ça se passe, qui veut gagner quoi, quel bout de pain à manger, enfin ce genre de trucs. Et il en parle avec beaucoup de bienveillance, d'humour, d'ironie et malheureusement, oui parce qu'il faut un quoi quelque part. Hein. Première chose, pourquoi l'éditeur nous a foutu 15 pages blanches à la fin hein. Parce que moi je suis au regret de vous dire mais... voilà, là vous avez la fin du manga. Et voilà.
C'est ce que j'appelle plus couramment de l'arnaque. Voilà. Bref. Autre point négatif, mais là c'est pas la faute de l'éditeur, ni du mangaka, ni de qui que ce soit. C'est la faute de la chaîne du livre japonaise. Il se trouve qu'il avait voulu aborder un thème dans son manga, sauf que sur le tome 1, il s'est fait taper sur les doigts par la chaîne du livre japonaise. Et pas par la librairie où il travaille. La librairie où il travaille, il lui avait laissé carte blanche, mais après c'est redescendu. Donc il a dit, je vais montrer maintenant mes manuscrits avant à mes chefs ou collègues, enfin ils sont amis on peut dire, hein, parce que on voit que la relation est vraiment bienveillante entre eux. Et il en parle vite fait, mais il n'aborde pas le sujet complètement parce qu'il veut pas avoir d'ennui et ni en créer à d'autres. Et on lui a dit non, vaut mieux pas l'aborder. Je sais pas quelle thématique, je me souviens plus de la thématique que c'était, mais il a expliqué que dans le premier tome, il avait abordé les formations. Et il m'avait fait beaucoup rire parce qu'on le pense tous, quand on part en formation, quel que soit le métier, on n'est jamais content. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et sauf qu'il s'est fait taper sur les doigts pour ça, alors que c'était bienveillant. C'était gentil comme tout, c'était humour, avec beaucoup d'humour aussi, et beaucoup de bienveillance. Et je me dis, voilà, s'il est obligé de se censurer, entre guillemets, pour pas se faire taper sur les doigts après, je trouve ça dommage, donc voilà. Et mais j'ai adoré ce manga, je l'aime tellement. Là, il y a le rapport au distributeur qui est très bien expliqué. Le rapport aussi aux grosses sorties. Alors pour les mangas, ça doit être une horreur, les grosses sorties au Japon, parce que enfin, il y a un nouveau, je sais pas moi, One Piece qui sort, mais la folie que ça doit être. Les dédicaces aussi, les préparations de dédicaces, enfin ce genre de choses. Ça se retrouve en France en fait. C'est ça que j'ai adoré, c'est que ce qui se passe dans ce manga, on peut le voir en France. C'est international, j'ai même envie de dire. Et moi, à chaque fois, quand je lis ce manga-là, j'imagine ma libraire le lire et je me dis, bah, elle devrait le lire, elle se retrouverait tellement dedans. Voilà. Parce que je sais pas quand c'est son anniversaire, sinon je l'offrirai. Mais très franchement, je pourrais offrir ça à n'importe qui. C'est une bouffée d'air frais, ce manga. Bref, on va passer à autre chose. Rêve de coucou de Tameku, autant que ça rime, aux éditions Boys Live IDP 1 et 2. Oui, je me suis fait la série complète. Alors ici, en fait, on suit Natsuka, qui, depuis le lycée, est fou amoureux de ce jeune homme, Akushima. Et sauf que quelques années plus tard, donc là c'est le prologue, et 4 ans plus tard, après le lycée, ils sont toujours amis, ces deux-là. Et en fait, Akushima va se retrouver dans le coma suite à un accident avec lui, qui est l'amant de Natsuki. Natsuki n'est pas amoureux de lui, mais voilà. Disons que c'est pour passer le temps, vu que l'homme de sa vie, il n'ose pas se déclarer. Voilà. Et en fait, il va y avoir un échange de corps entre l'amant et l'homme idéal, on va dire. Et j'en dis pas plus, parce que je veux pas spoiler. En fait, c'est nous, donc ce jeune homme-là, quand il se réveille, il va être Akushima, et bah, Natsuki va être content, hein, forcément. Enfin, content, va être partagé en fait. Jusqu'au moment où, dans le tome 2, le corps d'Akushima se réveille. Point, je dis pas plus. Et j'ai beaucoup aimé ce manga, parce qu'on parle de tellement de sujets. On n'est pas dans quelque chose de cliché, du genre où ça va bien ou mal se finir, parce que en fait, sur cette histoire-là, je suis partagée justement sur ça se finit bien ou pas bien. Ça dépend pour qui, j'ai envie de dire. Et même comme ça, je me dis, bah non, au final, c'est pas si mal que ça, en fait. Donc on parle déjà de l'homosexualité au Japon, pas un thème facile. On parle de prostitution un petit peu, mais c'est juste en fond, vraiment en fond, c'est abordé sur 2 cases, à tout casser dans toute la série. Hein. Et encore, ça n'est même pas montré, c'est juste mentionné. On parle de harcèlement scolaire, on parle d'adoption, du sentiment de rejet aussi quelquefois. Il y a tellement de choses qui sont abordées. C'est juste incroyable. C'est aussi l'importance des apparences dans la société japonaise, hein, parce que enfin même dans le monde, mais là c'est un petit peu abordé à un moment donné par rapport au personnage de Seno. Il y a tellement de sujets.
Les secrets aussi, les secrets beaucoup abordés. Et j'ai beaucoup aimé les personnages aussi. Lui par contre à un moment donné, je me dis il est trop parfait. Et au moment où je commençais à me dire qu'il est trop parfait, et ben il a montré son vrai visage et j'étais contente. Et encore que bon, ouais, oui, on va dire ça. Bref. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce manga. Déjà les couvertures m'avaient marqué au moment de sa sortie, je m'étais dit elles sont tellement belles. Et on m'avait dit, mais t'aimeras pas, machin. Et je me dis, ouais, si, je vais tenter. Et chaque fois que je vois passer ce manga, j'ai envie de sauter dessus. Et là, je suis, ouais. Ouais, une histoire tendre et passionnante, oui, c'est ça. Ça résume très bien. Je sais absolument pas comment je vais faire mes chroniques manga. J'en ai 15 000 à chroniquer en blog, là, je sais pas. Ensuite, Heartless de Masumi Nishin, même maison d'édition. Alors j'avoue que quand j'ai fait une commande chez eux, il me manquait un manga pour avoir les 2 packs gratuits et un DVD. Et je savais, j'hésitais sur celui-là en fait. Parce que la couverture, vous voyez, elle m'intrigue, elle est un petit peu trop évidente et en même temps le côté sombre, je sais pas, je me dis ça peut changer un petit peu de ce qu'on lit en Buzz Love. Et en fait j'ai super bien fait de l'acheter. Parce que honnêtement, le thème des succubes abordé comme ça dans un manga, ou roman ou autre, bon après moi je suis pas vraiment portée sur ce type de créatures fantastiques, mais par rapport à l'image que j'ai des succubes, moi j'ai une image très négative de ces créatures. Honnêtement, pour moi c'est des démons et rien d'autre. Et là, dans ce manga, je trouve que la succube, enfin le ou la succube, peu importe là, a une très très belle image. En fait, c'est même le personnage que j'ai préféré de l'histoire avec Patrick qui est là, que j'ai beaucoup aimé. Et j'étais de surprise en surprise avec ce manga. Honnêtement, au début j'ai eu peur parce que je me dis oh on est parti dans un truc mais comme je déteste en fait, je vais pas vous le cacher, on commence avec des viols. Mais qui viole qui? C'est ça la question. Et est-ce qu'il y a vraiment viol? Parce que comme ça de prime abord je me dis oh non c'est dégueulasse. Et en fait quand on voit la réaction du personnage, vas-y, là il y a un truc que j'ai pas suivi. J'ai un truc que j'ai pas compris. Et après on comprend. Et on se dit en fait c'était très très malin. Et j'ai bien aimé ce qui arrive aux méchants, à ceux qui pensaient s'en prendre à une pauvre petite victime malheureuse et qui ont mal fini, on va dire. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce manga déjà, d'inverser les rôles, entre guillemets. Il y a le bien et le mal, mais qui fait vraiment le bien et qui fait vraiment le mal? Et justement, est-ce que la religion a toujours raison aussi? Ça aussi j'ai beaucoup aimé. Parce que justement, il y a les chasseurs de démons qui font partie de l'église. Enfin, église, c'est pas jamais mentionné église, mais je veux dire, ils ont le col des prêtres, donc voilà, on devine bien. Et Patrick, qui est censé travailler avec eux, il va se poser beaucoup de questions. Et j'ai adoré ce personnage parce qu'en plus, en touchant quelqu'un, il lit dans les pensées. Et du coup, il a une sensibilité, une empathie mais extrêmement forte. Et les autres comprennent pas en fait, les autres chasseurs ils comprennent pas, ils lui disaient non mais il va falloir que tu t'endurcisses, tu peux pas être empreint de pitié pour des démons. Et alors que quelquefois bah, c'est pas des démons, c'est juste des créatures qui sont pas humaines et qui considèrent comme des démons, alors que c'est des créatures qui font pas de mal. Enfin bref, je vous laisserai découvrir ce manga parce que très franchement on suit d'abord justement le succube avec son amant, oui c'est son entre guillemets amant, on va dire ça comme ça. Et de l'autre, vous suivez justement les chasseurs de démons jusqu'à ce que les 2 histoires se croisent. J'ai trouvé ça superbement construit, superbement dessiné, sans vulgarité. Parce que même les scènes que je vous dis là au tout début, qui m'ont... Honnêtement, au début je me dis, bon, c'est que la première page, hein, ça va aller. Hein. Et j'ai bien fait de continuer parce que très franchement, une fois ce passage-là passé, c'était incroyable, mais complètement incroyable comme histoire. Je pense que ça pourrait faire un... Ça aurait pu, si le mangaka ou la mangaka avait voulu, ça aurait pu être tiré en longueur. Je pense. Il y avait moyen de faire quelque chose. Bon, enfin bref. Un tome comme ça unique, c'est déjà très bien. Et enfin, Le Tigre des Neiges, le tome 2.
aux éditions Le Lézard Noir de Akiko Higashimura. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire, on part du principe que Torachiyo, je sais plus, attendez, je cherche le nom de ce personnage historique, Kenshin je crois. C'est un guerrier très réputé au Japon et là la mangaka refait l'histoire de ce personnage en partant du principe que c'est une femme. C'est quoi ce bruit? Bref, c'est pas grave. Donc voilà, personnellement j'ai surkiffé. J'adore ce manga, je suis complètement dingue. Bon après moi l'histoire japonaise et moi, je suis fascinée par l'histoire japonaise et ici ça se montre encore une fois. Et c'est là où si vous voulez comprendre l'art de la guerre, les stratégies militaires et autres, c'est ça qu'il faut lire. Voilà. Et ce que j'adore aussi, c'est toujours ce côté, d'un côté tu as au-dessus l'histoire, l'explication en fait, historique japonaise, et en dessous la mangaka qui te résume ça en 2 lignes pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je sais pas si je vais trouver une page comme ça là-dedans. Voilà. Ça donne ça en fait, si vous voulez. Là vous avez l'explication vraiment grande, approfondie et tout, et là elle fait la version simple. Et justement elle avait un petit peu peur parce qu'apparemment la mangaka elle est pas très douée en histoire. Et elle a vraiment fait ce manga là par passion pour ce personnage là historique. Et même les spécialistes d'histoire lui ont dit que son manga était super bien fichu. Parce qu'en fait justement il y a une légende qui dit que Kenshin était une femme, sauf qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a rien qui peut le consolider cette légende. Et sauf que c'est vrai que quand on met tous les arguments les uns après les autres, on se dit ouais. Alors soit il était vraiment pas commun comme garçon, soit effectivement il avait plus une tendance féminine quand même. Hein. On sait pas, on saura jamais, mais c'est vrai que ouais, ça se pose comme question. Du coup j'ai envie de bouffer le reste de la série hein, que j'ai dans ma pile à lire, et en même temps j'ai envie de savourer ça. Et là j'ai mal à la tête parce que j'ai trop lu. Il faut bien me rattraper, hein, 1 mois et demi quasiment sans pas lire grand chose, c'est pas normal. Là j'ai commencé mon service presse, attendez je vais le chercher. Je l'ai commencé mais il est... Oh pardon, je vous ai poussé, pliez-moi. Je remets ça. Donc c'est Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver de Noémie Viorek aux éditions L'Homme sans nom. Je fais un peu leur pub parce que je traîne un peu et je suis mal à l'aise avec ça, de traîner sur un service presse qu'on m'a proposé et que j'ai accepté, hein, parce que c'est aussi ça la question. Ils ont été super gentils, franchement, je vous le recommande déjà maintenant. Oui, je sais, j'ai pas lu grand chose, mais je vais le déguster. Je le déguste, j'ai besoin de le déguster. Je trouve, pour le moment, là comme ça, je trouve que c'est hyper bien écrit, hyper bien construit. Que ce soit les personnages, la façon dont elle lit les personnages entre eux, la façon dont elle les a... Comment dirais-je? Même le méchant de l'histoire, je l'aime bien. Et je me demande qui va être vraiment le méchant. Là, je suis à 73 pages, à peu près, je crois. Ouais, 75. Je me demande qui est vraiment le méchant de l'histoire. Alors qu'il y a les 2 prologues qui donnent des infos. Et maintenant je me demande quel est le point de vue le plus noir ou lumineux. Il y a beaucoup de questions qui se posent en fait. Et c'est super intéressant de voir comment elle a construit son truc. Je trouve ça mais brillantissime. Honnêtement, ouais, je pense que ça pourrait être un coup de cœur. Ça dépend comment elle va poursuivre le truc. Ça va dépendre de ça. Non, enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Et il y a un personnage féminin là-dedans. J'allais dire, je sens que ça va être ma chouchoute. Mais en fait, ça en a plusieurs. Bref, j'ai envoyé un mail à l'éditeur pour le rassurer quand même, lui dire que je le lisais mais que j'allais le savourer. J'ai besoin de prendre mon temps. J'en ai vraiment besoin, quoi. Tu peux pas lire ça d'une traite. Déjà, il est gros, il est exigeant. Le style d'écriture est très exigeant, je vous préviens tout de suite. Et en même temps, c'est tellement agréable de lire quelque chose d'aussi exigeant. Enfin, je vous assure, moi, ça me fait plaisir. C'est pour ça que je vais le savourer. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end puisque j'ai publié ça vendredi. Enfin, je vais essayer. Et je vous dis à très bientôt. Salut!